Nos invités se mettent en place pour cette dernière partie de ce colloque consacré aux nouveaux consommateurs, donc nouvelle supply chain. Une partie intitulée « La supply chain alimentaire face aux défis du nouveau consommateur ». Nous avons avec nous Emmanuel Caron, Business Development Manager Ambient Food de Daxar France. En français, qu'est-ce que ça peut donner? Alors en français, ça donne une entreprise installée sur le territoire français depuis de nombreuses années, avec un réseau, ce qu'on appelle dans notre organisation un réseau homogène et intégré, donc forcément avec une notion de proximité quand on travaille dans l'agroalimentaire. C'est votre ADN, ça, l'agroalimentaire? Alors l'ADN, c'est le métier historique du groupe Daxar, qui est un groupe d'origine allemande. Et effectivement, aujourd'hui, sur une palette de multiservices industriels, l'agroalimentaire reste notre ADN parce que c'est le métier historique du groupe et sur lequel le groupe est né dans les années 30. À vos côtés, Alain German, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Transport Bréger et compagnie. Alors, vous êtes organisateur, transporteur et vous tenez à cette identité. Exactement. Nous, notre raison d'être, une entreprise indépendante, un peu plus de 900 collaborateurs en France et également à l'étranger. Notre raison d'être, c'est de mettre à disposition de nos clients des solutions logistiques et transport qui soient fiables, compétitives, éco-responsables. Je pense qu'on pourra l'évoquer, on en a parlé. La qualité ou plutôt la non-qualité, ça n'a jamais coûté aussi cher et ça coûtera de plus en plus cher. Donc il faut pouvoir gérer la qualité, l'animer avec nos clients. Compétitif parce qu'on est effectivement dans un environnement dans lequel il faut trouver effectivement du sens et co-construire avec nos clients apporte souvent des vrais gisements de productivité, donc travailler avec eux en budget, et puis éco-responsable parce que c'est une valeur de l'entreprise depuis les années 95 où on avait engagé notre première politique environnementale, mais soyons éco-responsables, donc performance, c'est aujourd'hui l'approche de notre CAP 2025, la vision stratégique de l'entreprise, tout le monde en parle aujourd'hui, je crois que c'est juste une nécessité. Et en face de vous, il a pris la place de Bertrand Chabrier, Marc-Olivier Bernard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Brasserie de Bretagne. Vous venez d'où? Concarneau. Concarneau. Brasserie de Bretagne, c'est 4 marques de bière, bien connues pour certaines. Brit, la plus connue, Saint-Erwan, Drémoël et Armen. Donc Drémoël, Armen, marque de bière bio. Le bio représentant déjà 40% de nos productions de bière. Et vous embouteillez combien de bouteilles par jour? De petites bouteilles? 150 000 bouteilles à peu près, on va passer à 200 000. Donc on est sur des volumes significatifs. Et 2020 pour vous, c'est un tournant dans l'entreprise avec un déménagement qui va vous permettre de passer un cap et un nouveau braquet vers une production peut-être plus raisonnée et engagée, vous l'avez dit déjà. C'est vrai. Alors 2020 a été une année pleine de surprises et pas que pour nous. On devait terminer nos travaux fin mars de notre nouvelle brasserie. Le 17 mars au soir, tous les ouvriers ont quitté le chantier de peur d'être contaminés. Donc on a finalement déménagé fin mai 2020 dans un nouvel outil, mais qui est beaucoup mieux dimensionné effectivement par rapport à nos besoins actuels et futurs. Et grâce à ça, on va pouvoir continuer à assurer la croissance et la diffusion de nos marques dans l'Ouest évidemment, mais également sur le territoire français. Et Olivier Cinquin, qui est directeur général de la SICA Saint-Paul-de-Léon, va nous rejoindre dans quelques instants. Je crois qu'il n'est pas encore en ligne depuis Saint-Paul-de-Léon. Si, c'est bon. Ah, est-ce que vous m'entendez, monsieur Cinquin? Super. On ne vous entend pas, on vous voit. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes là? Bonjour. Il y a un petit problème de connexion, on va se reconnecter. Vous me dites en régie, Dominique, lorsqu'on pourra discuter. C'est bon? Ah, monsieur Cinquin, vous nous entendez? Bonjour. Bon, on règle ça et on revient vers vous. La SICA Saint-Paul-de-Léon, c'est plus de 800 producteurs de légumes, mais aussi d'horticulture ornementale, en plein champ, ou sous abri, en conventionnel ou encore en bio. La SICA fête ses 60 ans cette année, on évoquera ça tout à l'heure. Monsieur Caron, qu'avez-vous observé ces derniers mois? Le changement de consommation, de mode de consommation des Français et des Européens, parce que vous sillonnez tout le continent. Qu'est-ce que ça a impliqué chez vous finalement?
En fait, on a traversé une crise qui a été un révélateur et un accélérateur, hein, donc aussi bien pour la partie industrielle, pour nos clients industriels, que pour la partie supply chain. Un des premiers constats, on l'a évoqué là, dans les plusieurs interventions précédentes, nous, on est un pur player de la logistique business to business, mais on a vu cette sollicitation arriver vers le B2C, donc forcément une mutation de la consommation, de la demande du consommateur, et donc cet impact sur la supply chain. Des sujets extrêmement importants autour de l'agroalimentaire, sur tous les sujets de traçabilité et d'intégrité, dans un contexte de pression sanitaire extrêmement fort. Et puis, dans notre activité internationale, il y a eu aussi la combinaison avec un événement européen compliqué pour les industriels et la supply chain en 2020. Ça a été le Brexit, donc qui a été aussi un nouveau phénomène qui est venu se cumuler sur toutes les difficultés qu'on a rencontrées dans l'organisation de la supply chain. Même constat chez vous, chez les transports Bréger. Alors vous transportez des produits finis qui impliquent d'autres paramètres. Alors, oui, juste pour remettre le périmètre, on intervient donc soit ce qu'on appelle sur des flux amont, donc des producteurs industriels jusqu'aux plateformes de la grande distribution, ou sur des flux aval, c'est-à-dire soit de l'industriel pour des flux qui sont en camion complet, souvent en général, vers le lieu de vente, mais on n'intervient pas, ou la plateforme du grand distributeur vers ses magasins, mais on n'intervient pas sur éventuellement la livraison domicile sur les derniers kilomètres, hein, donc c'est important. Nous, ce qu'on observe, alors ce qui n'est pas forcément une tendance, mais qui effectivement, comme on est tous d'accord, une crise, c'est un accélérateur ou un révélateur, c'est effectivement le déplacement, le développement des lieux de vente intramuros, je dirais, dans les cités, favorise évidemment le morcellement des expéditions et l'augmentation des fréquences de livraison. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très concret qu'on a pu rencontrer, avec toujours cette règle qui est il n'y a pas de report de vente. Donc les produits doivent être impérativement sur le lieu de vente de manière maintenue et régulière. Et puis ce qu'on observe aujourd'hui, et là c'est par contre un mouvement de fond, c'est que tout à l'heure on parlait de conditionnement, de vrac. On s'aperçoit effectivement que de plus en plus il y a un développement du conditionnement qui est plutôt adapté à la mise en vente, à la mise en rayon, et donc de fait de moins en moins adapté à la préservation des marchandises et encore moins à l'optimisation des transports. Donc ce sont des éléments, le tout dans un contexte économique compliqué, hein, que ce soit au travers du consommateur, on le voyait tout à l'heure dans votre démarrage, on veut du produit de qualité, on veut du produit de terroir ou de territoire, par contre le prix, il doit être hyper serré. D'un côté, et d'autre côté, les relations entre les industriels et la grande distribution, notamment en termes de cahier des charges logistiques, deviennent de plus en plus contraignants, pour ne pas dire pénalisants. Des pénalités. Entre autres, et ce qui devient effectivement un élément effectivement très important. Donc, comme conséquence, on voit de plus en plus de contraintes techniques d'accès dans les cités. Alors on pourra voir technique, physique, et voire même réglementaire, et puis effectivement cette prise en compte de tous ces éléments. Nous allons saluer pour la 5e fois, mais cette fois-ci ça va marcher, Monsieur Cinquin à Saint-Paul-de-Léon. Bonjour. Bonjour, désolé. Non, je vous en prie. Vous fêtez, enfin pas vous, enfin j'en sais rien, la SICA, vos 60 ans cette année. À l'époque, le Finistère, c'était le bout du monde. Alors ça l'est encore, mais c'est plus accessible grâce à la SICA, notamment. Ouais, alors je ne fête pas mes 60 ans, c'est vrai. La SICA de Saint-Paul fête ses 60 ans cette année dans un confinement ou une configuration assez particulière. Hein. Donc, on est une coopérative agricole, et vous l'avez rappelé, dans le monde du légume, l'horticulture. On a quelques filiales et je suis ravi de l'invitation par Serge Rimbaud, avec qui on a travaillé il y a quelques années pour un projet qui vient de voir le jour. Et j'ai vu également Bretagne qui a eu quelques difficultés liées au confinement, puisqu'on vient d'ouvrir une plateforme de 70 000 m² qui va nous permettre effectivement, par rapport au corridor européen, corridor logistique européen, de mieux servir le consommateur européen, puisqu'on est tous conscients, il n'y a pas un consommateur mais des consommateurs partout en Europe, hein, en France, en local, et nous travaillons 40% à l'export, 70% pour certains produits. Donc effectivement, même si le Finistère est loin
de l'Europe, on se doit, nous, de nous structurer pour mieux livrer et mieux accompagner, si je puis dire, les attentes du consommateur qui a fortement évolué, et ça a été dit également par CELOG, en quelques mois. L'évolution du consommateur a été extrêmement importante et à nous de nous adapter. Et je suis ravi que depuis quelques semaines, on puisse travailler dans un nouvel environnement qui regroupe l'ensemble de notre offre sur Saint-Paul-de-Léon. Ça a changé quoi déjà depuis quelques semaines? Est-ce que vous avez des choses appréciables à mettre en avant depuis l'installation de cette nouvelle plateforme? En fait, nous avions jusqu'à présent une vingtaine de sites de collecte et lorsque nous avons démarré juste avant le confinement, un partenariat avec Amazon, avec Gourming, le DUF ou d'autres opérateurs en quasi-réfrigéré, il fallait que l'on aille faire du picking dans différentes stations de collecte. Aujourd'hui, le fait d'avoir un seul site nous permet d'offrir en fait un produit frais, ultra frais. Il est récolté le matin, il part à midi, à 14h ou à 17h. Nous a permis en fait d'offrir aux consommateurs quelque chose de beaucoup plus affiné. Et donc, même si on est en phase de développement et de démarrage, c'est une vraie réussite parce qu'aujourd'hui, on va pouvoir offrir aux consommateurs tout ce qu'il y a de plus frais, d'original, avec une vraie traçabilité, parce que 100% de nos produits sont issus du Nord-Bretagne, et avec également, et ça a été dit avec la première intervenante de Réseau VRAC, avec la loi AGEC, donc moins de plastique, donc mieux pour l'environnement. Et grâce à cette plateforme, en fait, on va vraiment réussir à répondre aux attentes des consommateurs français, européens, bretons et locaux également, puisqu'on a ouvert tout ce qui est lié aussi au circuit court, donc la possibilité aux consommateurs d'acheter directement. En fait. On évoquera dans quelques instants avec vous à cette réorganisation. Ouais, on évoquera avec vous ce projet assez fabuleux de Smart City. À quelques kilomètres, à Concarneau, un autre Finistérien, Marc-Olivier Bernard, pour faire de la bière, il faut de l'orge, du malt transformé. Où est-ce que vous alliez le chercher, votre malt, il y a encore quelques semaines ou années? Alors, en fait, on a toujours essayé de se sourcer localement. Donc, on travaille avec des exploitants agricoles de la région. Par contre, pour transformer l'orge en malt, c'est une opération un peu complexe. Et on n'avait pas d'outils de transformation en Bretagne. Donc, on allait jusqu'en Belgique, parfois, ou sinon dans l'est de la France, pour transformer notre orge en malt. Donc il y avait de l'orge breton qui partait en Belgique et qui revenait en Bretagne pour Absolument, faire de pour être inclus dans nos brassages. Autant dire, pas une très bonne idée, mais on n'avait pas d'autres solutions. Et l'ensemble des brasseurs bretons, d'ailleurs, procédaient de la même façon. Bien sûr. Ce qui nous a amené à nous réunir ensemble en se disant, mais peut-être qu'on peut financer conjointement une malterie, donc un outil de transformation. Et on a mis ça en place fin 2019 avec une malterie qui était installée à Sker, donc dans le sud Finistère, et par laquelle on fait maintenant transiter une partie de notre orge qu'on transforme sur place et qu'on peut ensuite intégrer dans nos bières. Bio ? Bio, absolument, exactement. Donc on a commencé par le bio, même si le conventionnel est également une part importante de notre activité, parce que bio et local, ça fait complètement du sens, et avoir du bio qui a beaucoup voyagé perd effectivement complètement de son intérêt. Alors vous, il y a eu d'autres impacts, on en parlera tout à l'heure, cette crise a d'autres impacts chez vous, mais pour le coup, vous avez vu aussi vos ventes de bière bio monter en flèche ces derniers mois. Alors, elles se sont beaucoup développées effectivement en grande distribution. Malheureusement, on a perdu toute l'activité ce qu'on appelle CHR, café, hôtel et restaurants, qui sont encore fermés et qui risquent de l'être encore un petit peu. C'est 30% de notre activité qui est presque à l'arrêt, en tout cas qui a été en pointillé sur l'année 2020. Et c'est effectivement la grande distribution qui a en partie compensé en tout cas cette perte d'activité CHR, parce que les gens sont davantage présentés dans les magasins et ont acheté des quantités de bière importantes. Donc vous en sortez bien? Donc on s'en sort plutôt bien, voilà, exactement. Quand on se compare à d'autres, effectivement, on est plutôt... on sort plutôt grandi de cette crise, en tout cas. Alors vous faites du fût. Qu'est-ce que vous avez fait de tous ces fûts qui allaient avant dans les bars, les restaurants? Vous avez raison, le fût, c'est un emballage métallique qui est consigné, donc qui est très vertueux, qui fait justement partie de l'activité qu'on commercialise dans les CHR. Donc 30%, je vous le disais, de notre activité part en CHR. Les fûts, ils sont revenus chez nous finalement, puisque les clients nous les ont renvoyés en disant j'en aurai pas besoin là, dans les mois qui viennent. Et en général plein, effectivement. Donc on a stocké nos fûts pleins sur le site, ce qui fait qu'il y en a un peu partout aujourd'hui. C'est pas du tout prévu comme ça. Et on a goûté, et on continue à goûter toutes les semaines, l'ensemble des fûts en stock.
On en élimine une partie qui sont plus conformes au goût qu'on attend de nos bières. Et puis en fait, on est en train de remplir des nouveaux fûts pour la réouverture des cafés, je l'espère cet été. Donc vous, votre système, votre organisation, c'est que vous produisez donc 150 000 bouteilles par jour, mais que vous ne gardez pas sur place. Alors, on a fait le choix de ne pas stocker sur place ces productions, parce que notre métier n'est pas justement d'être un logisticien. On travaille avec des partenaires de très compétents qui font ça pour nous. Donc on expédie tous les jours des camions de bouteilles pleines, prêtes à être commercialisées, qu'on stocke en particulier sur un entrepôt à proximité de la brasserie. Alors comme on parle beaucoup de RSE, vous avez un œil quand même sur les camions qui transportent vos bières ? Oui, alors l'idée c'est d'abord de ne faire que du camion complet pour évidemment limiter les transports de camions qui seraient en partie vides. Et l'autre point, c'est que je pousse, je milite pour que ces camions puissent passer à une autre énergie. Donc on parle de l'électricité, mais aussi de l'hydrogène, qui pour moi, je ne suis pas un expert, mais qui me paraît être une voie d'avenir aussi pour des transports de grosses charges sur des distances relativement significatives. Est-ce que c'est l'avenir Oui. Alors je profite de cet exemple que vous venez de citer. Nous au niveau du groupe d'Axer, on est inscrit dans un programme de recherche en Allemagne, donc avec différents partenaires, puisque je pense aussi aujourd'hui le bon modèle en termes de nouvelle énergie n'est pas encore trouvé. Et puis on voit que la supply chain évolue, donc il va falloir bien s'adapter. L'hydrogène est pour nous un axe de recherche. Et puis on travaille aussi et on a déjà développé des outils que l'on connaît aujourd'hui type bio-GNV, donc aujourd'hui avec une trentaine de véhicules qui roulent en France, avec un programme d'atteinte de 50 véhicules environ d'ici 2023, parce qu'on est en phase de cette évolution de ce qu'on appelle la city distribution. Donc en fait des contraintes légales, environnementales de plus en plus fortes pour cette livraison du dernier kilomètre. Et puis autour de tout ça, effectivement, ce nouveau consommateur qui est très observateur et très en attente de ce sujet RSE et zéro émission, entre autres. Et vos clients aussi. Vous avez un exemple, par exemple, à Pantin ? On parlait de bière tout à l'heure, là on est plus dans les vins et spiritueux. Alors on va plutôt dans le secteur des vins et spiritueux. Effectivement, on assure la distribution sur la région parisienne. Donc Paris intramuros, c'est très proche périphérie d'un grand acteur des vins et spiritueux en France. Et aujourd'hui, dans le processus de renouvellement de son appel d'offres, le critère RSE et zéro émission, c'est-à-dire toute la mise en œuvre de moyens pour la livraison de Paris intramuros, a été le sujet principal de l'appel d'offres. Donc on voit bien qu'il y a une sensibilité très forte sur ce sujet. On parle beaucoup depuis le début de cette matinée de ce colloque d'omnicanal. Vous, au Transport Bréger, vous parlez aussi d'omniclient. Oui, alors c'est un peu la vision de l'organisation transport. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, pour pouvoir, si on veut avoir des vrais impacts en termes de performance, donc d'éco-responsabilité également, si on peut mutualiser des flux, non pas multi-destinations, mais multi-clients, on va évidemment, avec nos clients, trouver un intérêt sur tous les domaines, que ce soit RSE, économique et qualitatif également. C'est-à-dire qu'on développe des solutions aujourd'hui de pooling, ce qu'on appelle du pooling inversé, donc de la mutualisation. Alors le pooling existe depuis de nombreuses années, principe plutôt d'une grosse plateforme où au lieu d'avoir on va unifier un créneau de livraison pour plusieurs industriels. Et les industriels vont mettre leurs produits dans un camion plutôt qu'avoir chacun son camion qui va essayer d'arriver à l'heure en livraison. Ce qu'on propose aujourd'hui à nos clients, notamment, on l'a développé depuis maintenant quelques années avec le GIE Pointe de Bretagne et à l'origine avec Carrefour, c'est effectivement de faire ce pooling également en amont, c'est-à-dire travailler en co-construction avec les industriels en disant, voilà, si on met en place un cadencement un peu plus établi, on va venir chez vous charger non pas une destination, mais plusieurs destinations, et puis plusieurs clients s'il le faut, de manière à ce que derrière on vient limiter. Et effectivement, comme le disait Emmanuel, je pense qu'on est tous effectivement dans un mix énergétique. Alors, nous, il y a 5 ans, on a investi dans du bio-GNC, du comprimé, parce que on divise par 4 les émissions de CO2. Le liquéfié ou d'autres, c'est un peu différent. L'hydrogène, on y croit aussi, parce que le GNV n'est pas la solution, c'est une solution, tout simplement. On peut aussi l'associer avec du combiné.
des combinés rail-route sur des tractions qui vont avoir un impact effectivement extrêmement intéressant et aussi en termes de pic d'activité permet de répondre des fois aussi à des sollicitations de vos clients, sur des promotions et autres. Et donc, sur la Bretagne, typiquement, on est aujourd'hui quasiment en solution bio-GNV sur tout le collectage et la distribution également, parce qu'on peut faire de la longue distance, même avec du comprimé. Et dans le Finistère, on n'est pas très loin de l'Angleterre, et on regarde justement les modes de vie de nos Anglais qui ont parfois des idées un peu avant les autres. C'est notamment un peu le point de départ de votre projet avec Niji, Smart City à la CICAD Saint-Paul-de-Léon. Ça vient de l'autre côté de la Manche. Nos amis anglais sont assez, je dirais, innovants. On a parlé d'environnement, on a parlé de la loi AGEC, qui nous concerne tous. C'est vrai qu'ils ont été quasiment les premiers au niveau européen, alors même si l'histoire fait qu'ils sortent là, mais en tout cas à interdire les véhicules dans les centres-villes. La taxation en fait de la ville de Londres était de longue date très innovant, même si ça paraît absurde aujourd'hui, mais en tout cas, les camions ne circulent pas beaucoup dans les grandes villes anglaises. Tout ce qui est distribution, les Tesco, les Safeway et les autres, nous ont montré aussi que la sécurité alimentaire, la traçabilité, un certain nombre des intervenants travaillent avec le marché anglais, ce sont des gens extrêmement exigeants. Et effectivement, à la lecture un petit peu de ce qui se passe chez nos amis anglais, on a lancé un programme qui s'appelle Smart City, et ça a été évoqué par les précédents intervenants, c'est comment atteindre le consommateur de demain, qui à son domicile, qui à son entreprise, et Serge Rambaud l'a bien introduit, la consigne urbaine, les accords d'entreprise, la logistique urbaine dans sa globalité. Et donc nous avons effectivement sous-traité avec des partenaires, vous avez cité Niji, effectivement, qui est un breton, toute cette veille très structurante qui nous permet aujourd'hui de développer une vraie stratégie pour atteindre, si je puis dire, le nouveau consommateur de demain qui sera urbain. En 2050, c'est-à-dire dans une génération, 70% de la population mondiale sera urbaine. Et donc, c'est-à-dire qu'il y aura un vrai sujet pour livrer, faire consommer des produits locaux, des produits agricoles. Qui plus est, il y aura un vrai écart, un gap, j'allais dire, de la connaissance du monde agricole, qui génère effectivement de l'alimentaire, et le consommateur qui vivra en ville. Donc c'est un vrai challenge, et aujourd'hui on le construit grâce à des salons, grâce à des veilles que l'on réalise. Et le projet de Villars-Graines, la plateforme de 70 000 m², fait partie de cette dynamique. Avec Gourming, le groupe Le Duf, on a travaillé sur la restauration étrangère également, en créant une plateforme sur Paris pour livrer en fait du légume, mais plein d'autres choses, du poulet et des huîtres de Bretagne. Avec le groupe Amazon également, on a travaillé. Voilà, donc il y a une vraie dynamique aujourd'hui au niveau du groupe de la SICA de travailler effectivement sur la Smart City, c'est comme ça qu'on l'a appelé, et c'est extrêmement enrichissant. C'est une opportunité pour nous, un groupe coopératif agricole, de travailler sur cet environnement. Donc vous faites des tests, le test par exemple de vendre des choux-fleurs sur Amazon. Oui. Alors, Amazon, on a eu la chance de les rencontrer. Je n'ai pas de jugement de valeur sur les valeurs de l'entreprise qui ont été fait valoir, entre guillemets, quelques critiques par votre presse. Nous, en fait, on considère qu'aujourd'hui, tous les circuits de distribution sont importants. On travaille en grande distribution, on travaille dans la restauration collective, on travaille également au circuit court, je l'ai dit, puisqu'on a modifié nos statuts coopératifs pour pouvoir le faire. Il y a une réglementation européenne qui est très stricte là-dessus. On s'est dit Amazon, pourquoi pas. Et Amazon, on l'avait démarré en horticulture. On est passé d'une centaine de colis hebdomadaires à 1500. Au pic, on est monté jusqu'à 5000. Aujourd'hui, on plafonne à 1500, ce qui est énorme. Et aujourd'hui, effectivement, on livre des paniers via Amazon avec une logistique qui est très spécifique, puisque ce sont des petits fourgons avec du frais, du froid. La chaîne de froid ne peut pas être rompue également. Et effectivement, c'est très enrichissant parce que ça nous permet de progresser, d'avoir un retour consommateur direct, sans écran, et donc nous faire progresser collectivement en fait sur différentes attentes
qui peuvent être faites par tout à chacun en fonction des envies, des attentes. Et c'est vrai que c'est pour nous très enrichissant, hein, puisque chaque maillon, et on a parlé, et le président en a parlé de la supply chain, hein, chaque maillon ayant un intérêt, quelquefois il est toujours intéressant d'aller jusqu'au consommateur final, voire le destructeur, même si c'est pas très joli comme terme, mais en tout cas d'aller vers le consommateur et de voir la perception qu'il peut avoir sur tel ou tel produit. Et pour nous, c'est essentiel, que ce soit le goût, la présentation et autres. Dans les brasseries, à la brasserie de Bretagne, vous essayez aussi de tester des choses, voilà, pour avancer un peu sur ces questions d'environnement. Et vous êtes associé au projet Distro, qui travaille à la mise en place de systèmes de réutilisation de contenants pour les producteurs de boissons. Bon, concrètement, vous, c'est les bouteilles de bière. Alors, vous en êtes où dans ce projet Distro ? Alors, ce qui est intéressant, c'est la consigne, quoi. Oui, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que la bouteille verre est un conditionnement qui se détruit, mais se régénère en quelque sorte. Donc, on pourrait dire qu'il est vertueux, sauf que ça consomme beaucoup d'énergie, finalement, de casser des bouteilles et de les fondre pour refaire des bouteilles. Donc, on s'est dit qu'on pouvait travailler sur un principe de consigne, donc de réemploi des bouteilles. Et pour ça, on est en train d'expérimenter, effectivement, à petite échelle pour le moment, sur la partie ouest de la Bretagne, le fait que nos bouteilles puissent être consignées, donc lavées par un prestataire extérieur, et ensuite restituées à l'entreprise pour être à nouveau remplies. Le schéma est assez vertueux, il est juste un petit peu compliqué, parce que nous, on veut évidemment des bouteilles parfaitement propres, et ça se conçoit pas seulement tout seul. On est trop petit pour penser ça à notre niveau, donc on s'est associé aussi à d'autres opérateurs, des brasseurs comme nous en bière, mais aussi des gens du cidre, ou un producteur d'eau comme Planquette, par exemple, qui a cette même problématique, pour réfléchir ensemble à la meilleure chaîne, finalement, qui nous permette de récupérer ces bouteilles, de les laver et de les remettre dans le circuit de production chez nous. On parle d'abord des restos et des bars. Alors, on a pensé que c'était plus simple, effectivement, et c'est ce qu'on est en train d'expérimenter. Les cafés ou les restaurants, ils sont déjà livrés par des grossistes qui amènent des bouteilles et qui repartent avec des consignes, y compris avec nos consignes de fûts métalliques. Donc ça, c'est un circuit qui existe déjà. Donc on s'est appuyé sur ce circuit-là pour tester. On a trouvé un prestataire qui peut laver les bouteilles pour nous. Et donc on va partir sur ce projet-là. Quand on aura appris à fonctionner comme ça, on se tournera évidemment vers la grande distribution également pour mettre en place un système analogue. Mais ça veut dire qu'il faut acheter des millions de bouteilles. Alors, si vous en faut déjà 150 000 par jour. Oui, sauf qu'on va les acheter. On va les acheter ensemble. Ouais. En fait, on sera producteurs, on aura les mêmes bouteilles finalement entre nous. On aura juste des étiquettes qui seront différentes pour identifier, et puis évidemment le contenu des bouteilles. Et en fait, peut-être qu'on achètera finalement moins de bouteilles au global, parce que justement, elles auront la capacité à être réemployées au moins 10 fois, peut-être, donc lavées et réutilisées régulièrement. Donc on va plutôt réduire le parc de bouteilles. Et par contre, elles vont effectivement circuler, mais circuler dans des canaux qui existent déjà, puisque les grossistes livrent déjà les points de vente et récupèrent déjà les produits. Donc c'est ça qu'on va essayer de démontrer et de faire fonctionner. On est un peu à la ramasse en France sur la consigne, non ? Alors, il y a des produits qui fonctionnent déjà en consigne. Et même dans les cafés, des produits comme Perrier, par exemple, sont des bouteilles qui sont consignées. Donc c'est des gens qui n'ont pas perdu ça. Nous, les brasseurs en Bretagne, on a un peu perdu cette habitude de faire du consigné. On est tous... surtout des gens de mon âge, on a connu les bouteilles consignées étant jeunes, on a un peu oublié ça, en fait on est en train d'y revenir et de le faire de manière vertueuse. 2020-2021, c'est aussi des nouveaux produits qui arrivent sur le marché que vous devez transporter, on appelle ça la tech food. Il faut toujours avoir un œil sur les évolutions de vos clients. Oui, absolument. Alors, la particularité de l'agroalimentaire, je pense que c'est important, c'est 98% de PME et de TPE qui sont très innovatrices en termes de produits. Et donc, depuis quelques années maintenant, il y a vraiment un phénomène d'accélération là, depuis 1 an, 2 ans. La tech food, c'est-à-dire l'arrivée de nouveaux aliments technologiquement évolués avec beaucoup de recherche, qui vont forcément avoir un impact sur la supply chain. Alors c'est quoi ? C'est aujourd'hui, par exemple, nous on le voit au quotidien, notamment dans la région Bretagne, on voit des produits issus des algues, par exemple, qui vont aller dans l'industrie agroalimentaire ou dans la cosmétique. Donc on en voit de plus en plus. Et puis il y a un sujet chez les industriels en termes d'innovation autour de la protéine.
Donc on voit de plus en plus de produits à base de protéines végétales, donc pour compenser un peu des produits à base de protéines animales type viande, avec des très grandes entreprises qui ont déjà passé le cap en termes de mise à disposition de produits. Et puis la nourriture de demain, et ça va arriver très très vite, ça va être la protéine animale, j'allais dire 2.0, c'est-à-dire à partir des insectes. Dans un premier temps, tourner vers l'industrie d'alimentation des animaux, mais très rapidement, je pense, pour la nourriture humaine. Et ça, aujourd'hui, on va voir apparaître de nouvelles contraintes logistiques, on va voir apparaître des cahiers des charges pour nous, prestataires logistiques, qui vont être de plus en plus exigeants. Et cette évolution de la food tech fait aujourd'hui qu'on a un constat, quand on analyse les cahiers des charges de nos clients, on a un rapprochement, on a une convergence aujourd'hui dans l'industrie agroalimentaire des exigences de l'agroalimentaire, des produits secs, ce qu'on appelle nous de l'ambient food, avec la température dirigée, avec les exigences de température dirigée. Donc ça va poser, et ça pose déjà des nouvelles questions en termes d'approche de la supply chain, et notamment, alors nos amis industriels le vivent tous les jours, des exigences de la grande distribution, on va parler d'IFS, de BRC, etc., qui mettent des contraintes nouvelles dans la supply chain, et tout ça dans un contexte d'accélération des flux aussi. Donc c'est un gros sujet dans nos organisations. Et autre exigence de vos clients, vous observez aussi un besoin de mise à disposition du produit de plus en plus rapide et parfois avec des DLC Alors voilà, très courtes. C'est tout l'enjeu de ces nouveaux produits qui arrivent. En fait, c'est ce que j'appelle moi la convergence des exigences entre les produits secs et les produits aujourd'hui frais ou sous température dirigée. Et puis, c'est le sujet de tout ce qu'on a entendu ce matin, c'est ce nouveau consommateur qui s'habitue à avoir une disponibilité de produits de plus en plus rapide au travers d'une supply chain B2C, qui va de plus en plus faire ses courses à proximité, donc la mise à disposition, la disponibilité de produits dans des points de vente plus proches, impacte aujourd'hui la supply chain avec effectivement des schémas d'organisation qui sont nouveaux et qui apparaissent de plus en plus techniques. Une réaction sur le chat, chers confrères, c'est pour vous je crois. Merci de citer en exemple Perrier, verre consigné. Voilà, signé de Jean-François qui travaille chez Nestlé Waters. Merci. Voilà, donc bravo à Perrier. Si vous avez des questions d'ailleurs ou des réactions, n'hésitez pas sur le chat. Il nous reste 10 minutes. Je voudrais revenir avec vous sur le remplissage des camions. On l'a évoqué, mais très rapidement. C'est presque une obsession chez vous et vous avez des chiffres. Et des résultats. Oui, parce que quand on parle d'amélioration de la performance, quelle qu'elle soit, on répète, qualitatif, budgétaire et éco-responsable, on essaie de travailler souvent sur la longueur donc des véhicules. Mais si vous regardez bien de manière très pragmatique, un véhicule, une semi va faire 33 palettes au sol et un camion va faire à peu près l'équivalent de 3 mètres de haut. Ça veut dire on a un tiers d'un camion utilisé. Alors, on peut essayer de trouver des moyens extrêmement plus respectueux avec du gaz, etc. Mais je crois qu'un des enjeux qu'on doit avoir également, c'est effectivement travailler sur les hauteurs, sur la capacité qu'on a à améliorer le vrai taux de remplissage. Alors, effectivement, c'est un des indicateurs qu'on a effectivement avec le GIE. J'y tiens beaucoup. Nous, on est passé de 17 palettes par camion à un peu plus de 35 palettes par camion de livraison. Et ça tient compte des petits points de livraison sur lesquels il y a souvent 5-6 palettes seulement à livrer. Donc quand on est sur des grosses plateformes de distribution, on arrive à plus de 40-42 palettes par camion de livraison. Avec toujours l'exigence de qualité, donc de préservation des produits. Donc je crois qu'on a un vrai travail aujourd'hui, tout en tenant compte effectivement des changements de conditionnement dont on a évoqué tout à l'heure, avec nos industriels en co-construction et avec aussi évidemment la grande distribution. C'est travailler sur justement comment peut-on améliorer le taux de remplissage de nos camions, qui permet également quand Bride va livrer des plateformes de la grande distribution, il n'y a pas forcément besoin de 33 palettes, c'est pas un acteur, il travaille sur des produits différents, des produits de terroir, donc on doit pouvoir permettre à différents industriels d'avoir un référencement national à des conditions économiques et des conditions responsables, raisonnées, on va dire. Donc il faut qu'on travaille dessus, on peut utiliser double étage, travailler sur le conditionnement, mais je crois qu'il y a sincèrement, on réfléchit quand même un peu mieux à plusieurs. Donc, c'est un vrai travail, cette intelligence collective, je crois qu'il faut qu'on développe en 2021.
Et à Saint-Paul-des-Léons, Olivier Sinquin, vous n'allez pas me contredire. Vous imaginez un peu les nouveaux modes de consommation futurs. Mais il y a un truc qui est indéniable, c'est que depuis des mois, le local est revenu en force. Et ça, c'est quelque chose que vous n'allez pas quitter, sur lequel vous allez continuer à travailler. Non, en fait, nous, dans notre marque, on a l'origine. Donc, l'origine Bretagne, on en est très fiers. Hein, et c'est vrai qu'aujourd'hui, le local revient en force et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que ça va rassurer le consommateur. Et M. Caron l'a dit, hein, IFS, BRC, mais il y a tout l'aspect sanitaire qui a été renforcé. Qui dit sanitaire, c'est la traçabilité, la sécurité alimentaire. Et derrière une marque, il y a une vraie promesse. Et je crois qu'on a la chance en Bretagne d'avoir un agroalimentaire extrêmement dense, avec de très belles marques, de très belles entreprises, connues, moins connues, peu importe. Et c'est vrai que le local va continuer à progresser. Nous, on y travaille à travers les casiers réfrigérés, à travers les circuits courts, on en a déjà parlé, le click and collect. Quand on regarde des innovations... Delta d'Or, je crois que c'est Tic-Loc, où demain on pourra même aller livrer à domicile avec des clés intelligentes qui seront partagées. Il est de notre ressort et je crois que c'est extrêmement enrichissant et très innovant, donc une réelle opportunité de travailler sur tous ces circuits. Nous, on en est convaincus en tout cas et très attachés à cette origine et à cette traçabilité du circuit court et de la proximité avec le consommateur, quel qu'il soit d'ailleurs. En tout cas, pour conclure avec vous, Olivier Sinquin, c'est une période qui vous a appris à être agile, mais alors là, super agile, très agile, extra agile. Je crois que les transporteurs le savent, lorsqu'on parle d'agilité dans les légumes frais, le produit, la volumétrie de demain, je ne la connais pas. À cette heure-ci, il est 11h50. Je ne sais pas ce qu'il y aura demain. Donc, on va voir en fonction des températures et de la climatologie. Et c'est vrai que cette agilité, pour nous, elle est essentielle. Hein. Le produit est récolté le matin. Il est reçu aujourd'hui dans une plateforme et doit partir à midi, à 13h. Enfin, il y a différents créneaux horaires. On est en circuit très court, en agilité totale volumétrique et nos partenaires transporteurs que je salue sont de réels partenaires et le challenge il est vraiment au niveau de la supply chain et c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant et enrichissant de partager les expériences et ça a été cité plusieurs fois comment j'allais dire avec les transports abrégés l'initiative de Jean-Jacques Henaf aujourd'hui porte ses fruits et c'est extrêmement enrichissant et c'est collectivement en fait qu'on arrivera aujourd'hui à rassurer le consommateur et à réellement conquérir de nouveaux consommateurs par rapport à cette origine bretonne et cette origine agroalimentaire globale. C'est extrêmement important. Merci, Monsieur Sinquin. Une question sur le chat, question à tous d'ailleurs, mais vous pouvez peut-être commencer par répondre. Monsieur Caron, est-ce que le flux hyper tendu a encore de l'avenir dans la supply chain alimentaire ou est-ce que les enjeux RSE dont on parle depuis 2 heures remettront bientôt et sérieusement en cause ce paradigme? C'est une bonne question et c'est la question à laquelle on est confronté tous les jours. Je pense que dans l'agroalimentaire, il faut distinguer la typologie de produits. On sera en phase de toute façon de rapidité de flux par définition sur des produits frais. Monsieur Sinquin l'a évoqué, des produits qui sont cueillis le matin, transformés dans la journée et mis en distribution. Donc là-dessus, ça va être compliqué de se séparer d'un réseau rapide. Après, il y a une vraie question de fond qui n'est pas seulement une question de transport, c'est une question RSE et c'est une question un peu philosophique entre les industriels et les distributeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, sur des produits qui ont des dates de consommation qui sont plutôt longues, on doit se caler sur une logistique de produits frais? C'est ça la vraie question aujourd'hui et c'est une question pas seulement de logistique, c'est une question globale et une question de société. Pour conclure et répondre sur cette même question, Alain Egerman, des Transports Abrégés, vous avez 1 minute. Ouais, 1 minute. Non, je suis assez... on vit une période extrêmement particulière, que ce soit dans le monde de l'industrie ou le monde de l'industriel en général. Donc l'agroalimentaire, en dehors de l'hyperfrais, fait qu'aujourd'hui, on n'a jamais connu une situation aussi de tension comme celle-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que les industriels produisent quasiment avec déjà du retard. Donc on est dans une très grande pression. Je crois quand même qu'on peut être intelligent et compenser en partie ensemble ces choses-là. Il ne faut peut-être pas aller jusqu'au bout. Il y a effectivement, comme on le dit, il y a des logiques aujourd'hui
qui vont forcément changer, ne serait-ce que par les cycles urbains, les contraintes urbaines qui vont arriver, qui vont faire qu'on va forcément travailler différemment sur des approvisionnements peut-être et des distributions un petit peu plus fines sur un dernier segment. Mais je vais peut-être laisser la parole plutôt à des industriels qui, eux, oui, ont oui, justement, vérité on retrouve Monsieur Cinquin à Saint-Paul-de-Léon. Alors, sur ce flux hyper tendu dans la supply chain alimentaire, est-ce que ça a encore de l'avenir? Vous, les fruits et les légumes, vous êtes en plein dedans. On est peut-être un peu atypique puisque nous, les produits sont conditionnés directement dans les exploitations. Finalement, nous, on a une plateforme de cross-docking, c'est-à-dire c'est juste un passage à quai. Les transporteurs comprendront le sujet. Chaque coup de frein coûte de l'argent. Dès qu'on va stocker, c'est de l'énergie, c'est du froid. Et donc tout ça va renchérir, si je puis dire, le produit rendu à destination en France, que ce soit local ou à l'étranger. Or, notre objectif, c'est de rendre l'accessibilité à tout à chacun, donc en termes de prix, en termes de fraîcheur. Chaque rupture de charge va décaler en fait la fraîcheur du produit, donc la promesse. Je crois qu'il n'y a pas de solution unique. Il y aura différents circuits, et ça a été redit. Il y aura peut-être une logistique très spécifique par typologie de produit vis-à-vis du consommateur. Je ne crois pas qu'il y aura un seul modèle économique, ça ne marchera pas. Merci beaucoup, Monsieur Cinquin, d'avoir été avec nous en visio depuis Saint-Paul-de-Léon. On va conclure avec vous, Monsieur Bernard, pour les brasseries de Bretagne. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur... Vous voyez bien, enfin vous me l'avez dit, vos clients regardent l'étiquette, quoi. Alors oui, mais d'abord, effectivement, quand on parle d'exigence de livraison, nous, la grande distribution nous fixe un objectif de 98,5% de livraison conforme aux commandes qu'ils nous passent. Ça veut dire qu'il faut les livrer effectivement tous les jours, même si on pourrait envisager de livrer la bière une fois ou deux fois dans la semaine sur des quantités plus importantes. Et on sait que si on ne respecte pas ces standards, on a des pénalités effectivement significatives à payer. Donc il faut repenser le modèle globalement. Et je pense que c'est effectivement à l'occasion de table ronde un peu élargie avec nos amis distributeurs qu'on doit pouvoir faire évoluer les choses. Merci beaucoup à vous quatre d'avoir participé à cette dernière partie de ce colloque qui s'achève avec son président, le président de Bretagne Supply Chain. Vous voulez bien laisser votre place, Monsieur Bernard, à Serge Rambaud, président de Bretagne Supply Chain, qui a organisé cette matinée. Écoutez, je crois que, comme je le disais en introduction, nos intervenants, que je voudrais bien évidemment remercier très chaleureusement, nous ont éclairé sur le sujet, le nouveau consommateur. Je crois qu'il faut bien admettre aujourd'hui qu'on va passer à une nouvelle étape, un nouveau monde, un nouveau mode de consommation. Alors c'est vrai que tout ce qui est autour de la digitalisation, je ne veux pas oublier non plus tout ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Je pense qu'on va changer toute la distribution. Et comme ça a été dit, je crois qu'il faut que tous les acteurs, que ce soit les industriels, les prestataires de services, mais aussi les distributeurs, se mettent autour d'une table ronde et imaginent demain quels sont les modèles qui seront retenus. Parce qu'il n'y aura pas qu'un modèle, il y aura une multitude de modèles qui vont se juxtaposer. Et je pense qu'il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas, qu'on va découvrir pour une bonne et simple raison, c'est que la technologie évolue très très vite. Si je prends même que dans une entreprise comme celle que j'ai l'honneur de diriger, on fait aujourd'hui des inventaires avec des drones. Donc, ce que je n'aurais jamais pas imaginé il y a encore 5 ans. Et qu'est-ce que je peux imaginer dans 5 ans ? La technologie, la technique vont tellement vite aujourd'hui qu'elles bouleversent finalement nos organisations. Donc il faut sans cesse s'adapter. Et comme je le disais, j'espère que tout le monde va y trouver son compte et s'épanouir dans ce monde nouveau qui nous attend et qui a été accéléré effectivement par la pandémie. On l'a vu quand on a 70% de croissance, comme chez Celog, il faut bien réagir. Mais tout le monde, les transporteurs, les prestataires, les industriels. Donc je pense que ce colloque, il est très révélateur d'une situation qui est en train de bouger et qui va encore énormément bouger. Je voudrais aussi vous remercier vous pour l'animation, c'était parfait, et remercier les 3 permanents de Bretagne Supply Chain, Elodie, Wen et Mathilde, qui ont organisé ce colloque, parce que sans eux, ça ne serait jamais parfait, et avec eux, c'est toujours parfait.
Je me joins à vos remerciements, donc Elodie, Mathilde et Ewen. Merci également aux équipes techniques de TVR de nous avoir accueillis sur ce plateau. La journée se poursuit d'ailleurs, Serge, pas en ligne, mais voilà, en tout cas on sera plus sur ce plateau cet après-midi. Merci à tous les participants d'être venus jusqu'à nous pour ce colloque consacré aux nouveaux consommateurs, aux nouvelles supply chain, et mille excuses pour les soucis techniques rencontrés au début de cet événement. Très bonne journée.